Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico Wild pour une nouvelle visite dans le musée des icônes. Aujourd'hui, on change enfin des vertébrés puisque l'on va aborder l'insecte disparu le plus célèbre qu'on ait retrouvé. Et en plus de ça, il est français. Bon, déjà là, vous aurez peut-être une petite idée de qui il pourrait s'agir, mais pour les autres, je vous invite à le découvrir dans le musée des icônes. Comme je l'ai dit juste avant, on va parler insectes aujourd'hui, donc si vous aimez pas trop ces bestioles, je vous invite quand même à rester, histoire de voir à quel point ils peuvent être cool et intéressants. Quand on parle d'insectes disparus, il y en a une qui vient immédiatement à l'esprit, et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Meganeura moni est une espèce d'insecte volant qui vivait à la fin du Carbonifère et dont tous les fossiles viennent du site de Commentry dans l'Allier. Ce qui fait de la Meganeura l'un des principaux animaux disparus venant de France. Où elle rejoint les rangs d'Ampellosaurus, Liopleurodon, Pyroraptor et Compsognathus. Alors physiquement, elle ressemble à un insecte que vous connaissez bien, à savoir la libellule. Cependant, elle n'en a que l'apparence, puisque je vais vous prouver le contraire dans une parenthèse phylogénétique un peu complexe. Bon allez, avoue-le, tu fais ça pour rentabiliser tes études de bio, où t'as traité d'insectes toute l'année, hein. Un petit peu. Mais je me dis que comme mes profs, je dois être capable de rendre ça intéressant. Mais bon, je vais quand même avoir besoin d'un schéma. Bien, les insectes constituent une classe au sein des arthropodes. Et dans cette classe, on a plein d'autres subdivisions, dont l'infraclasse des paléoptères, considérée comme l'une des plus anciennes familles d'insectes connues. On y retrouve plusieurs groupes, les éphéméroptères, donc les éphémères actuels, les paléodictyoptères, groupe entièrement disparu, et enfin le superordre des zoodonatoptères. Là-dedans, il y a encore plein de groupes disparus, mais seuls deux vont nous intéresser. Les méganisoptères, ordre auquel appartient Meganeura, et les zoodonates, seul groupe encore vivant et qui est composé des libellules et des demoiselles. Je vous épargne les subtilités, mais pour résumer, les vraies libellules sont des zoodonates et Meganeura vient d'un groupe cousin des zoodonates qui le ressemble pas mal. D'ailleurs, en français, on a gardé le nom Méganisoptère, mais les anglophones lui en ont trouvé un autre, plus simple et honnêtement plus classe, Griffinfly, ou mouche griffon. C'est oméga stylé, d'autant plus que les libellules s'appellent Dragonfly, ou mouche dragon, donc on garde le côté mythologique et maître des cieux. J'ai donc été jaloux et essayé de leur trouver un nom commun en français, et vu que libellule vient du latin libellus, qui veut dire petit livre, je propose donc Ledgerien, du latin leger, qui veut dire grand livre. Ou alors on peut reprendre Griffinfly et se concentrer sur Meganeura. Nous pouvons. Meganeura apparaît naturellement beaucoup dans les médias, dès qu'on a besoin d'un insecte volant géant préhistorique. Mais à quel point elle apparaît? Eh bien je peux vous le dire grâce à mon classement que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et si vous ne le connaissez pas, nous vous invitons à aller la voir. Selon mes recherches, il y a eu 57 apparitions de Meganeura dans les différents paléomédias. À savoir un peu moins que l'ambéosaure du dernier épisode, une de plus qu'Archelon et autant que Pachyrhinosaurus. Et je vous propose donc de découvrir les particularités de Meganeura au fil de ces représentations. La toute première représentation de Meganeura remonte aussi loin que 1925, dans le court-métrage 50 Million Years Ago. Il retrace très grossièrement la vie sur Terre et on peut apercevoir un insecte s'apparentant à... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est dur, ça va pas du tout. Là. Ouh. Bon, au moins c'est l'occasion de parler un peu de ce qu'on connaît. On a découvert Meganeura dans des mines de charbon du centre de la France, sur des fossiles très bien conservés, qui nous offrent de belles empreintes de l'animal. Et sur les multiples tablettes connues, on distingue assez bien 4 ailes, très nervurées, 6 pattes portant des épines, et un abdomen très large et épais, autant que le thorax. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est la tête, puisque malencontreusement, les fossiles trouvés ont tous eu la tête éclatée par des coups de pioche. La plupart des reconstitutions vont donc devoir se faire sur les libellules actuelles, et plus tard, sur Meganeurites, une cousine dont on a la tête, enfin une partie. Et sur celle-ci, on peut notamment remarquer des mandibules plus larges,
des yeux proportionnellement plus petits et surtout des antennes plus longues que chez les libellules modernes. Mais bon, là on est en 1925 et ces liens parentaux ne sont pas encore tout à fait ancrés dans la tête des gens. Et si les fossiles sont sympas, ils ne nous disent pas tout. Et donc, à partir des rares connaissances qu'on a, on obtient ce truc, qui est ce qu'on pouvait faire de mieux en ce temps-là. Fort heureusement pour nous, 25 ans plus tard, la science s'est mise à la page et on a le droit à une meilleure représentation dans le film Journey to the Beginning of Time. C'est un film très agréable où un groupe de jeunes garçons remonte le temps en remontant une rivière et observant la faune sur la rive. Et fatalement, ils ont fini par faire une escale dans l'équivalent du Carbonifère, où le plus jeune va rencontrer une Méganeura et essayer de l'attraper. Physiquement, on se rapproche beaucoup d'une libellule, avec 4 ailes nervurées, un abdomen allongé, mais tout de même assez large, et surtout une tête arrondie aux grands yeux et antennes courtes. Et en vrai, mis à part le battement d'ailes synchrone, qu'on peut expliquer par le manque de moyens, il est pas mal du tout. Mais le plus intéressant ici, c'est plutôt ce qui l'entoure, à savoir la forêt. Méganeura est connu de sites français datés à la fin du Carbonifère, avant-dernière période du Paléozoïque. Et il y a 300 millions d'années, la Terre ressemblait à ça. Alors ok, ça ressemble à rien si on compare à aujourd'hui, mais sachez que l'Europe de l'Ouest et une partie de l'Amérique du Nord se trouvent au niveau de l'équateur à cette période. Et donc, si on nommait l'immense chaîne de montagnes au milieu, les environnements du coin étaient proches des côtes, et particulièrement luxuriants, formant des forêts marécageuses de plantes géantes. Je m'attarderai dessus en paléolandscape, mais en attendant, je peux vous conseiller les vidéos de mon ami Alexis Rastier, qui saura en parler mieux que moi. Le truc, c'est qu'à cause de l'eau et du sol dépourvu de décomposeurs efficaces, les tissus les plus solides ne sont pas dégradés et peuvent donc parfaitement se fossiliser. Et ça donne pas mal de fossiles de plantes ou d'animaux très nets, complets et noirs. Parce que ouais, hein, la photosynthèse qui battait son plein dans ces nouvelles forêts captait des tonnes de carbone de l'atmosphère, qui du coup n'est pas relâché lors de la décomposition. Et donc, une fois dans le sol et après des millions d'années de minéralisation, ces roches riches en carbone sous pression deviendront un combustible bien connu, le charbon. D'où le nom de la période Carbonifère qui produit le charbon. Tout ça pour dire que l'on a une très bonne idée de la faune et de la flore de l'époque, et c'est des plantes bizarres. Plantes uniques, presque aliens, qui ont ma foi été très bien reconstruites ici. Je pense que, de mon avis profane, c'est l'une des plus belles forêts carbonifères dans les médias. Parfaite finalement pour accompagner une Méganeura assez sympathique. Et bonne nouvelle pour nous, on a eu une nouvelle version du Carbonifère et de la Méganeura, dans le documentaire Planète Miracle. Plus particulièrement la saison 2, dans un épisode centré sur les insectes. Dans les faits, c'est une version 3D de Journey to the Beginning of Time, avec plus d'espèces d'animaux quand même. Mais s'il y en a une qui n'est pas partie, c'est notre Ledgerien favori. Faut arrêter avec ce nom. Ouais, ok, j'arrête, je reprends Griffinfly. On reconnaît l'abdomen qui est vachement bien fait, 4 ailes qui battent correctement de manière alterne, et une tête aux antennes courtes et aux yeux énormes, semblables à ceux de demoiselles, disposées sur le côté. Petit mot là-dessus quand même, puisque ça permettra de faire le lien avec son possible mode de vie. Les odonates modernes ont tous de très grands yeux avec une très bonne vision qui leur permet de repérer leurs proies et les attraper avec précision. Ce qui au passage leur permet de réussir plus de 90% de leur chasse, ce que je trouve incroyable, mais bref. Et selon la technique, la forme et la disposition des yeux va varier. Les libellules ont des énormes yeux placés assez haut sur la tête et se rejoignant souvent sur le dessus de celle-ci. C'est une forme particulièrement efficace pour attraper des proies en plein vol. En revanche, les demoiselles ont des yeux disposés sur les côtés et qui ressortent par rapport à la tête. Ça, c'est plutôt pour attraper des proies quand elles sont posées sur des plantes, par exemple. De ce que l'on suppose pour l'instant, Méganeura devait être moins agile que ses cousines contemporaines, et chassait plutôt en embuscade, perchée en observant les alentours, comme certains rapaces actuels. Une fois la proie repérée, elle s'envolait et l'attrapait en vol avec ses pattes épineuses. Et ça, c'est un mode de chasse qu'on retrouve aujourd'hui chez des libellules de la famille des Aechnidés, que les Anglais surnomment les Hawkers. Donc en gros les libellules rapaces. Et dont un représentant de chez nous est l'Anax empereur. Donc se baser sur cette libellule, ou ses cousines, pour représenter la tête et les yeux de Méganeura, me paraît une bonne idée, ce que j'ai fait pour la mienne. Et d'ailleurs, d'autres méganisoptères semblent corroborer cette idée, comme Meganeurites qu'on a cité tout à l'heure.
Donc voilà, mis à part cette petite interprétation, qui est pas grave en soi, eh ben ça reste une bonne Meganora. Vient ensuite 2005, et là on rentre dans les médias vraiment importants. Parce qu'on va pas se mentir, à moins d'être un grand passionné, je suis pas sûr que vous connaissiez les œuvres précédentes. Les deux là, par contre, je suis persuadé que vous les connaissez, car ce sont des grands classiques. Il s'agit de la célèbre saga Walking With, et pour le coup, elle y apparaît 2 fois. La première dans Sur la Terre des Géants, dans la section Carbonifère, et la deuxième fois dans l'excellent Prehistoric Park, épisode 5, où Nigel la capture dans son filet. La forme globale est relativement la même dans les deux docus et ressemble vraiment à une libellule moderne. Le seul bémol que j'ai, c'est l'abdomen, qui est un peu plus fin que le thorax, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, la tête est très bien, un poil mieux dans Prehistoric Park, les pattes sont épineuses et stylées, les ailes sont cool, battent bien, et font un bruit vraiment génial, écoutez-moi ça. Et enfin, les couleurs sont super dans les deux docus, avec cependant une préférence pour la Terre des Géants. Mais j'ai plusieurs trucs à dire sur son apparition dans Prehistoric Park. Alors, source le wiki, donc faites attention, mais apparemment, la Meganora du docu est un mix entre 3 Griffinfly différentes. Meganora, bien sûr, notamment pour les ailes, Erasipteroides, dont on a la tête mais défoncée, donc ils ont dû interpréter, et surtout Namurotypus, dont ils se sont servis pour reconstruire le thorax et l'abdomen. Ce qui peut expliquer sa forme svelte et le bordel qui se situe au bout. Dans Prehistoric Park, le bout de l'abdomen possède différentes ornementations qui pourraient être des caractères sexuels primaires ou secondaires. Et la forme qu'ils ont fait ici est absente sur tous les spécimens connus de Meganora elle-même. Ce qu'on a en revanche, c'est des cerques, les 2 filaments qu'on retrouve chez beaucoup d'insectes modernes, y compris les libellules, et qui servent lors de la reproduction. Et pour le reste, laissez-moi vous parler de Titanophasma. La description des espèces de commenterie sont principalement dues à un seul homme, Charles Brongniart, paléontologue français. C'est notamment lui qui, en 1885, a nommé Meganora moni. Et dans la même carrière, il a trouvé ce fossile, qu'il a nommé Titanophasma. Mais quelques années plus tard, après révision, il a émis l'hypothèse que ce fossile corresponde au corps de la Meganora. Alors aujourd'hui, je sais plus où ça en est, on a quasiment plus d'informations dessus, mais si c'est ça, on remarque que l'abdomen arbore des structures aplaties sur les côtés, potentiellement un caractère sexuel secondaire présent chez les mâles. Et donc si on prend ça en compte, Prehistoric Park, en se basant sur Namurotypus, en a trop mis, et sur la Terre des Géants, on n'en a pas mis du tout. Mais honnêtement, c'est pas si grave, d'autant plus que c'est un sujet à débat. Personnellement, j'ai préféré en mettre, mais peut-être que je me trompe. Au final, pour les premières apparitions importantes de l'animal, elles sont quand même vraiment bonnes. Maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques physiques de la Meganora, on peut aborder la première itération à toutes les regrouper en un seul design. Et surprenamment, il s'agit du Pokémon de la 4ème génération, Yanmega. Alors évidemment, c'est un Pokémon donc très stylisé, mais outre ça, on a les 6 pattes, épineuses, les 4 ailes, les gros yeux, les mandibules robustes, l'abdomen large, les cerques et les structures latérales. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Les seuls trucs qui changent vraiment, c'est les triangles sur le dos, qui je suppose sont là pour lui donner un aspect préhistorique plus visible, et les ornements sur l'abdomen, déjà présents dans la version bêta du Pokémon, qui sont ici devenus de vraies ailes. Là où dans la réalité, il ne devait pas être capable de battre. Alors certains me diront, oui, mais c'est pas un Pokémon fossile, c'est juste une grosse libellule, et à ça je peux sortir plusieurs arguments. Le premier, c'est l'étymologie. Le méga du nom fait une référence assez évidente à la Griffinfly qu'on connaît. Ensuite, on a l'aspect, globalement une Meganora avec un look préhistorique. Et enfin, on a la méthode d'évolution. Je développe pas trop parce que mon ami Karchanosif compte le faire chez lui, mais pour résumer, Yanma, sa préévolution, doit apprendre la capacité pouvoir antique afin d'évoluer en Yanmega. Et selon la description, qui puise dans une force primitive du Pokémon, il n'est pas impossible que cette attaque réveille les gènes anciens du Pokémon, ce qui lui permet d'évoluer. Tout ça pour dire que comme à son habitude, Pokémon nous fournit du travail d'adaptation de qualité lors du design de Yanmega, qui rend un bien bel hommage à la créature qui l'a inspiré. Bien,
Nous sommes désormais bien avancés dans la vidéo et les plus connaisseurs d'entre vous s'impatientent peut-être parce que je n'ai pas abordé la caractéristique principale de Meganeura, celle qui l'a rendu célèbre. Eh bien rassurez-vous, j'ai justement le documentaire parfait pour en parler. Il s'agit du documentaire National Geographic Top 10 Biggest Beasts Ever, qui, comme son nom l'indique, nous parle des plus gros animaux jamais découverts dans plusieurs catégories. Et pour les insectes, c'est la Griffinfly qui a été choisie. Qu'en France, on a repris comme Meganeura, alors que le docu place les fossiles en Oklahoma et non en France. Et je vais m'y attarder un peu parce qu'on a deux choses extrêmement importantes à aborder. Pour son apparence, vite fait, on retrouve quelque chose de similaire sur la Terre des géants, avec une tête un peu plus proche de celle d'une libellule, un abdomen trop fin, des ailes bien faites, et le même structure abdominale que Prehistoric Park. Donc en termes d'apparence, ça va. Mais le vrai truc qu'il faut que j'aborde, c'est la raison de son inclusion dans le docu, à savoir sa taille. Enfin, me direz-vous. Si Meganeura est si célèbre, c'est à cause de sa taille impressionnante pour un insecte. La plus grande espèce de libellule européenne est l'Anax empereur, mesurant environ 8 cm de long et d'une envergure de 10 cm. La plus grande libellule actuelle est le Giant Petal Tail, originaire d'Australie, et qui mesure 12 cm de long pour 16 cm d'envergure. L'insecte le plus long est une espèce de phasme, avec 36 cm, juste pour le corps, et la plus grande envergure revient à l'ornithoptère d'Alexandra, avec 28 cm pour les plus grandes femelles. Meganeura mesurait autour de 43 cm de long et atteignait une envergure max de 75 cm, battant à plate couture tous les insectes modernes. Le tout, bien sûr, avec un poids estimé à 150 grammes. Ah ouais, il fallait bien pouvoir voler. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme, donc pour vous familiariser avec la chose, c'est à peu près la taille d'un faucon cresserelle. Si vous étendez le bras, ses ailes couvriraient toute la longueur de celui-ci, ce qui en fait officiellement le deuxième plus grand insecte de l'histoire. Elle n'est dépassée de pas grand chose que par Meganeuropsis permiana, une autre de ses cousines, venue d'Oklahoma, qui atteignait 45 cm de long pour une envergure de 77 cm pour les plus grandes estimations. Et c'est potentiellement elle que le docu a pris en référence. Mais alors, comment est-ce possible d'atteindre une taille pareille ? Eh bien, pendant longtemps, on a cru que l'explication était dans l'air. Au Carbonifère, les grandes forêts faisaient énormément de photosynthèse, captant le dioxyde de carbone et relâchant du dioxygène en quantité faramineuse. Aujourd'hui, l'air qu'on respire est composé à 21% de dioxygène. Mais à l'époque, ce taux atteignait 25 ou 30%. Ce qui paraît peu comme ça, mais qui a des conséquences immenses pour le vivant, notamment pour les arthropodes. Contrairement à nous, ils respirent grâce à des spiracles, des petits trous situés sur les côtés du corps, donnant sur des trachées qui amènent l'air et absorbent l'oxygène directement au niveau des muscles, sans passer par le système circulatoire. Ce système sympa marche cependant moins bien avec une augmentation de la taille, et c'est pourquoi on pensait que plus d'oxygène permettrait aux insectes de prendre en taille. C'est d'ailleurs ce que le documentaire nous montre avec cette expérience sur des blattes exposées à différents taux d'oxygène. Cependant, des spécimens géants après le Carbonifère, notamment Meganeuropsis, ont permis d'invalider cette hypothèse. Aujourd'hui, on privilégie plutôt le vol et le manque de compétition comme cause du gigantisme. Bah ouais, au Carbonifère, il n'y avait pas beaucoup d'animaux capables de manger les arthropodes, d'autant plus sur la terre ferme, et donc ils ont pu devenir grands sans crainte de personne. Et si pendant le Permien, les arthropodes terrestres ont réduit de taille suite à l'apparition de prédateurs, les méganisoptères ont pu perdurer car ils étaient les seuls animaux à savoir voler. Ce groupe ne s'est éteint que durant le Trias via un mix entre l'avènement des ptérosaures et la compétition avec les vrais odonates qui sont apparus dans ces eaux-là. En tout cas, je remercie Top 10 Biggest Beasts d'aborder pleinement le sujet, parce que ça m'a permis de démystifier un truc important concernant cet insecte iconique. Ok, maintenant que ceci est plié, il serait temps de trouver un exemple d'inclusion de Meganeura à cause de sa taille. Et c'est là qu'Ark entre en jeu. Alors, j'ai à plusieurs reprises entendu les gens appeler les nuées de Meganeura du jeu des mouches ou des moustiques, ce qui vous le savez est faux. Mais je pense que la raison de cette appellation est due à son comportement et son côté énervant. En effet, elles volent souvent en nuées, sont attirées par des cadavres, et si vous avez le malheur d'approcher de la carcasse ou pire,
d'en frapper une par inadvertance, Ce qui arrive souvent, hein, vu leur petite taille comparée aux dinosaures. et ben c'est toute la nuée qui va vous attaquer. Mais les survivants peuvent tout de même être contents de la voir, car si tuée par un Beelzebufo, elle donnera du ciment. Non, je sais pas comment ça marche. En termes d'apparence, on découvre quelque chose qui en réalité englobe la majorité des représentations de l'insecte. C'est juste une grosse libellule, quoi. C'était déjà le cas avant, hein, mais là c'est vraiment apparent. La tête est pas mal, même si je trouve qu'elle ressemble un peu trop à celle d'une mouche. Les ailes sont nickel, l'abdomen est surprenamment de la bonne taille. On a les 6 pattes, qui manquent cependant un peu d'épines, ce qui me surprend. Mais le truc qui choque un peu, c'est cette espèce de grosse pointe qui part du thorax. Je sais pas pourquoi c'est là, mais bon, c'est là. Voilà, pas grand chose à dire, hein, c'est juste une preuve de plus pour dire que Meganeura est la créature qu'on va prendre quand on a besoin d'insectes préhistoriques. Et on aura l'occasion de le revoir pour les nombreuses mentions honorables. Et enfin, la dernière itération que je voulais aborder est celle de la saga Dino Dana. Et on en a deux qui apparaissent dans la série. Une dans Dino Dex, la dernière saison en date, où de ce que je vois, elle est plus ou moins calquée sur une libellule moderne. Donc pas grand chose à dire. Par contre, pour celle de la saison précédente, Dino Dana, elle est exceptionnelle. En plus des ailes, on a une tête vraiment proche de celle d'une libellule rapace, donc ça c'est good. On a des pics sur les pattes, même s'ils sont trop fins. T'es sûr que c'est pas plutôt des poils? Ah si, t'as raison. Bon bah, c'est pas grave, mais dommage. Et enfin, l'abdomen est nickel, trapu comme il faut, avec il semblerait des ornementations à son extrémité, en plus des cercles. Et pour couronner le tout, les couleurs sont super cool. Et c'est bien, je trouve, qu'on finisse sur une bonne Meganeura. Comme quoi il a fallu le temps, mais on en a eu une. Parce que clairement, on en a eu beaucoup des moyennes, et on va en parler. Évidemment, j'allais pas vous laisser sans vous donner au moins quelques mentions honorables, mais la plupart d'entre elles ne tiennent de Meganeura que pour le nom, parce qu'une bonne partie d'entre elles sont juste des libellules de grande taille. Et encore, c'est si le nom Meganeura est donné. J'ai dû interpréter une certaine partie d'entre elles. Dans cette catégorie, on a Jurassic Park 3 Park Builder, c'est la seule apparition dans la saga Jurassic, Birthday the Beginning, Earth Making of a Planet, Life on Our Planet, Le Petit Dinosaure, Life on Earth, ou encore Primeval New World avec un spécimen conservé. Il y en a juste une que j'ai envie d'aborder vite fait, c'est dans la BD Blake et Mortimer. Dans le piège diabolique, on peut apercevoir des libellules géantes qui sont nommées les méganodons, en référence évidemment à l'insecte français. Voilà, le nom était marrant donc je me devais de le mentionner. Pour changer un peu, on la retrouve dans un docu français, mesdames et messieurs, et de bonne qualité en plus. Dans Les Mondes Perdus de 2016, on retrouve un spécimen très cool qui possède toutes les caractéristiques de Meganeura. Mais avec une tête qui fait beaucoup plus carré, possède des tout petits yeux, des longues antennes épaisses et des mandibules immenses. Et en règle générale, elle a l'air beaucoup plus agressive en termes de design. Bon, au moins comme avantage, on voit des fouilles et des fossiles des insectes, et surtout, il est l'un des premiers documentaires à réfuter l'hypothèse de l'oxygène pour expliquer la survie des méganisoptères, avançant l'argument des ailes. En gros, le battement des ailes créerait un courant faisant passer plus d'air dans les trachées, ce qui leur permettrait de mieux respirer dans une atmosphère avec moins d'oxygène. On n'a pas réellement trouvé de source appuyant ceci, donc méfiance, mais autrement, c'est un très bon documentaire que je vous conseille. Ensuite, Prior Extinction avait une Meganeura, aujourd'hui retirée, qui était utilisée comme un drone par les joueurs. Elle est vraiment jolie, notamment au niveau des couleurs et de l'abdomen assez bien fait, même s'il reste un poil fin et qu'il manque les structures au bout. Ce qui en soi est pas si grave au vu du débat avec Titanophasma, mais bon, je me permets de le mentionner. Quoi qu'il en soit, à mon avis, c'est l'une des plus belles Meganeura qu'on ait eues, avec celle de Dino Dana. Dans Dinosaur Park Primeval Zoo, on part aussi sur une libellule classique, donc bon, pas super intéressant, mais par contre, je dois ajouter un mot sur le bébé. Alors, non seulement il est hideux, c'est quoi cette trompe là, mais surtout, ça fait aucun sens. Les insectes, comme la plupart des autres arthropodes, passent par plusieurs phases de métamorphose dans leur vie. C'est le cas des libellules qui, avant de prendre leur envol pour terroriser les cieux, doivent grandir en tant que nymphes aquatiques terrorisant la vie sous la surface.
Elles n'ont pas d'ailes, mais des fourreaux alaires qui libéreront les ailes lors de la mue de nymphes à imago, le stade adulte volant. Les nymphes d'Odonates possèdent également un genre de structure repliée sous la tête appelée masque, qui sert à 2 trucs. Déjà, identifier la famille d'Odonates. Enfin, quand on arrive à le déplier sans le péter. Hein? N'est-ce pas, Paul? Mais plus crucialement, il se déplie très rapidement vers l'avant pour attraper des proies, avec un genre de pince au bout. La nymphe la ramène ensuite vers ses mandibules pour la dévorer. Et on a vraiment de la chance puisqu'on a retrouvé un fossile qui s'apparente à une nymphe de Méganisoptère, qui justement possède ces éléments. Donc faire ça, c'est non. Déjà pour mes yeux, mais aussi pour la représentation de l'insecte. Par contre, vous savez qui c'est qui a compris ça? Fossiles en archéologie. Oui, je sais, je sors de ma classification habituelle puisque je parle ici d'un mode pour Minecraft. Mais c'est littéralement le seul média que j'ai trouvé qui montre une nymphe de Meganora. Et comme pour les libellules modernes, elle est aquatique et ressemble à une version dépourvue d'ailes de l'imago. Et en parlant de lui, on a les 4 ailes avec des nervures bien visibles, la tête de libellule aux grands yeux qui se rejoignent au sommet, des antennes relativement longues, et enfin un abdomen exceptionnel, bien large et arborant 2 grandes cerques. On a même un dimorphisme sexuel avec des mâles plus colorés que les femelles. Donc franchement, pour un mode, c'est du bon boulot. Et la dernière représentation dont je vais parler dans la vidéo ne vient pas d'un paléomédia, mais d'un de mes amis de la paléosphère, que j'ai pas encore cité, Eduardino. Sous les conseils d'Alexis Rastier, et en se basant beaucoup sur cette représentation, il a réalisé une figurine de Meganora articulée et surtout en taille réelle. On retrouve les épines sur les 6 pattes, un abdomen large et robuste, comme il le faut, des cercles et des ornementations à son extrémité, et une tête de libellule aux grands yeux sur le dessus et des antennes assez longues sans trop l'être. Et comment oublier ses ailes? Waouh! Le niveau de détail des nervures est exceptionnel. Et quand on l'a à côté de soi, je vous jure, c'est impressionnant de voir la taille de la bête en vrai. Franchement, super boulot. Et je peux d'ailleurs vous conseiller la vidéo qu'il a faite sur sa figurine, si vous voulez en savoir plus. Pour conclure sur Meganora, elle reste l'insecte disparu le plus connu et représenté dans les paléomédias, même si c'est souvent sous les traits d'une libellule moderne. Mais bon, on ne peut pas exiger l'excellence partout. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on la représente aussi souvent, même après 2 siècles bientôt d'existence. C'est un animal que j'aime beaucoup, j'adore les libellules en général. Et quand j'y pense, je suis heureux de pouvoir vous dire qu'elle va continuer à apparaître pendant encore très longtemps. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur les apparitions paléomédiatiques de la Meganora, ou, comme certains le diraient, la Meganuera. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne et poster un commentaire. La prochaine fois, on partira sur un Wild Place et encore après, le 10e épisode de Paléo Landscape, où je vous réserve quelque chose de croustillant. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.